France. Quelle est l'avancée des Russes? Regardez ce chiffre. L'armée russe a avancé sur 725 km² en territoire ukrainien au cours du mois de novembre. Ce serait le gain territorial le plus important en un mois depuis mars 2022. Alors ça concerne notamment, c'est des objectifs toujours russes, les villes de Kourakove, de Pokrovsk. Il faut lire ce que dit le commandant ukrainien régional, commandant de la 3e brigade d'assaut, qui dit « Nous sommes dans la période la plus difficile des presque 3 ans de guerre », il s'appelle Andrei Biletsky. Donc de leur point de vue, oui, c'est un point de vue, c'est une période la plus difficile des presque 3 ans de guerre, donc c'est quand même pas indifférent. Vous êtes avec nous, Solène Rioux, en direct en Ukraine. Est-ce que ce type de constat résonne dans la société ukrainienne? Est-ce que les Ukrainiens parlent de cela? Oui, évidemment que ce n'est agréable pour personne de constater qu'il y a ces 725 km² de superficie qui ont été pris en seulement un mois, alors qu'on pensait les mois précédents que le front était relativement gelé. Mais on le constate largement également avec Pauline Normand sur le front, que les Russes poussent très activement, et notamment dans le Donbass, du côté du Donetsk, principalement en effet en direction de Pokrovsk. Vous savez, les Russes ne sont plus qu'à 6 km maintenant de la ville, qui est extrêmement stratégique, car un nœud logistique très important. Et puis ils poussent aussi en effet dans le sud-ouest de la région de Donetsk, au niveau des villes, de villages même, de Velika, Novosilka et Kourakove. C'est vraiment là-bas que se déroulent les combats les plus violents et les plus meurtriers. Nous, avec Pauline, on était dans la région de Zaporijia hier, à 1 kilomètre, un petit peu plus d'1 kilomètre de la ville de Robotine, qui est la dernière localité tombée aux mains des Russes, dernière localité du sud de l'Ukraine tombée aux mains des Russes en avril dernier. Là-bas, le front est relativement figé depuis, mais c'est vrai que les soldats nous racontaient que le rapport de feu est toujours largement à l'avantage des Russes, avec un obus ukrainien tiré pour 7 obus russes. Et leur commandant nous confiait même, je cite, « Eux peuvent utiliser leurs munitions de la manière qu'ils veulent, en quantité qu'ils souhaitent. Pour nous, c'est un véritable casse-tête de savoir quelles munitions utiliser, un obus, un drone ou encore de l'artillerie, parce qu'on doit être sûr que ça va être efficace et surtout que cette munition ne sera pas gâchée. Et surtout, ce qui explique ce recul, cette perte territoriale ukrainienne, ce sont, vous savez, ces bombes planantes guidées, ces bombes aériennes guidées russes. Ils en ont en quantité massive, des dizaines de milliers qu'ils balancent littéralement sur les lignes de défense ukrainiennes et qui écrasent tout sur leur passage. Et ça force vraiment les Ukrainiens à changer de stratégie, à adopter une stratégie de défense beaucoup plus élastique, qui les contraint donc à reculer. C'est pour ça qu'on a cette impression d'effondrement du front qui est plutôt en réalité un recul qui reste pour l'instant relativement contrôlé. Merci beaucoup, Solène. C'est vraiment très impressionnant. Ce type de mort, quand on voit ces malheureux qui sont là à courir, ces quelques silhouettes un peu fantomatiques au milieu de ces ruines, c'est évidemment un type de mort où, comme vous le disiez tout à l'heure, Vincent, on ne voit même pas l'ennemi en réalité. L'ennemi, il est quelque part dans le ciel, c'est le vrombissement d'un drone. Oui, ça aussi, c'est à la fois dramatique et un peu dérisoire. Hélas, parce que on voit ces gens qui courent au milieu de ces ruines immenses et on se dit, est-ce qu'ils vont changer, eux, le cours de la guerre? Et la réponse est non. On parlait de ces 725 km², ça a l'air énorme comme ça, mais c'est quoi? C'est 1/1000 du territoire ukrainien, 1/1000. Les Russes, ils poussent, mais ils ne percent pas. Et c'est pour ça que, même si on imagine que psychologiquement c'est difficile pour les Ukrainiens d'encaisser ce genre de nouvelles, c'est pas un tournant dans la guerre. Et ces soldats qui courent en tous sens, c'est un peu la métaphore de ce conflit où rien ne bouge vraiment et où donc il y a une forme de désorientation des partis en présence. Voir l'ennemi, je me rappelle Giscard d'Estaing qui avait fait une belle guerre, comme on disait à l'époque, où il disait la première fois qu'il a vu un Allemand dans sa lunette de visée et qu'il s'est dit je vais tuer cet Allemand, ça a été quelque chose dans sa vie. Vous avez vécu ce genre de choses-là. Oui. Là, c'est une autre type de guerre encore. Oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques des pertes, qu'est-ce qui tue ou blesse les soldats, vous apercevez que c'est en numéro 1, ce sont les obus d'artillerie, en numéro 2, ce sont les drones, éventuellement en 3, ce sont les mines, et vous avez très peu de combats rapprochés en réalité. Vous avez très peu de gens qui sont tués par des balles ou des obus de l'ennemi. Et quand ça arrive d'ailleurs, c'est souvent en allant chercher l'ennemi sans même le voir. Donc les duels entre individus qui se voient,
qui se tirent dessus, c'est extrêmement rare. Mais c'est un phénomène qui existe depuis la Première Guerre mondiale, en réalité. C'est vraiment là que ce genre de situation est arrivé. Et ça n'a pas beaucoup bougé depuis cette époque. Le changement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en plus, vous rajoutez une couche avec des drones, une source de mort possible en plus. Et pour revenir sur ce que disait Samantha, c'était la particularité de ceux qui tirent ces drones. De la même façon que vous parlez des snipers, quand vous avez quelqu'un dans votre lunette de tir ou un pilote d'hélicoptère qui m'a raconté aussi quand il voit les gens sur lesquels il tire, on a l'impression d'assassiner des gens. On n'est même pas dans une situation de combat puisque c'est complètement asymétrique. Il y en a un qui peut rien faire et l'autre qui va tuer. Et donc on a des gens qui ont le sentiment d'être des assassins, voire même des tueurs en série d'une certaine façon, parce qu'ils peuvent faire ça indéfiniment sans être eux-mêmes menacés. On se rappelle ces reportages aux États-Unis, ces gens parfois en Californie qui ont leur mug à côté, qui font ça même parfois, délégué à la maison. C'est arrivé que ce soit à domicile, donc il y a la famille qui joue en bas et puis ils tuent quelqu'un, une cible quelque part en Syrie ou je ne sais où. Oui, mais voilà, en plus qu'il y a un décalage horaire énorme, donc ils font ça la nuit pendant que les enfants dorment. Oui, bien sûr, mais il y a un décalage, mais j'y reviens, on voit les choses. Un artilleur qui tire des obus, il voit pas ce que font les obus au bout du compte. Regardez, écoutez les soldats ukrainiens qui subissent cette guerre, qui sont actifs dans cette guerre. Comment la vivent-ils? Écoutez ces quelques réactions. Nous attendons des renforts dans la direction de Zaporijjia, à la périphérie du village de Robotine. La forteresse de Zaporijjia tient bon et se renforce. Nos chars et nos véhicules de combat tiennent. Croyez en les forces armées de l'Ukraine, bon sang. C'est intéressant de faire entrer dans la discussion Cyril Amourski. Vous avez beaucoup côtoyé ces soldats dans toutes les régions, y compris à Koursk. Est-ce que ça correspond à ce que vous observez, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils subissent, ils continuent à considérer qu'ils peuvent avoir l'assaut? C'est-à-dire qu'une fois de plus, en termes de morale ukrainien, il faut admettre que la situation est assez difficile depuis un certain temps, mais pour autant, les militaires savent très bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où, de toute façon, s'ils ne sont pas sur le front, ils vont devoir abandonner donc leur territoire à la Russie et à l'armée russe, et ils savent très bien ce qu'amène l'armée russe, que ce soit sur le front ou bien dans les villes, tout simplement, partout où elle passe. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens sont dans une situation qui est complexe, puisqu'ils manquent d'armes, ils manquent de munitions, mais pour autant, ils sont obligés de tenir le front coûte que coûte, et il y a une partie de l'armée qui est déjà sur le front déjà depuis presque 3 ans, certains même en réalité depuis plus longtemps, puisque certains combattent depuis 2014 ou les années entre 2014 et 2022. Ces gens-là sont très fatigués, et puis après, évidemment, il y a une partie des troupes qui sont toujours très aguerries, qui sont toujours très motivées, mais malheureusement, c'est un constat que font tous les collègues qui sont sur place depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Malheureusement, le nombre de ces soldats qui sont vraiment aguerris baisse. Et cela est dû effectivement au manque de soutien occidental. Pour autant, évidemment, les combats continuent et je pense que Solène Riault a très bien expliqué la situation et Guillaume Roquette d'ailleurs aussi. Bien que les Russes avancent et qu'ils parviennent à occuper de nouveaux villages, de nouveaux territoires et qu'ils ont réussi donc à avoir un taux d'occupation record depuis mars 2022, c'est quand même un tout petit pourcentage des terres ukrainiennes et à terme, ce n'est pas une stratégie qui est vivable en termes de pertes russes également. Et il faut le souligner. Et puisque vous en parlez, effectivement, la grande tuerie côté russe également, regardez ces images. C'est Vladimir Poutine qui rendait visite aux soldats revenant du front, survivants, mutilés. C'est très impressionnant de voir ça. Regardez ces images. Guillaume Roquette, vous parliez tout à l'heure de la grande boucherie des deux côtés. Là, on en a l'illustration, évidemment, de manière saisissante. C'est des gens qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras, etc. Oui, et le drame est que les guerres font de plus en plus de mutilés pour une raison toute simple, c'est que les matériels de protection sont de plus en plus efficaces. L'armée française l'a vu lors de ses interventions successives sur des théâtres étrangers. Il y avait moins de morts parce qu'il y a des blindages, parce qu'il y a des gilets pare-balles, mais il y a cette image est terrible. C'est les bras et les jambes de... Oui, et je pense que c'est important de voir ces images, d'abord parce qu'elles permettent de réaliser que cette guerre est une boucherie, ensuite parce qu'elles ont un sens politique, parce que Vladimir Poutine, en se faisant filmer dans cette situation, assume le fait que oui, c'est une vraie guerre et que oui, elle fait souffrir dans leur chair des Russes. Et donc on n'est vraiment plus dans le déni là, on est plutôt dans la mobilisation générale.
L'image que nous voyons, c'est encore une fois, nous voyons une sorte de village Potemkin, parce qu'il fallait présenter bien sûr à Poutine les réussites. J'ai vu ce reportage et celui qui accompagnait, il disait voilà, nous avons nos prothèses à nous, mais il y a aussi les prothèses suisses, américaines, il y a d'autres prothèses, et Poutine avait l'air d'être étonné. Il dit oui, en fait non, finalement c'est nous qui faisons les détails, les pièces, on a quelques pièces aussi américaines, mais c'est nous qui faisons tout, mais finalement c'est pas vrai, parce qu'en réalité on a beaucoup trop de témoignages des militaires russes, en fait des agresseurs russes qui rentrent abîmés sans bras, sans jambes. Ils n'ont pas de prothèses, l'État ne leur donne pas, ou on leur donne un truc, quelque chose absolument ancien, archaïque, une jambe en bois qui n'existe plus ailleurs. Et il y a des images en bouteille, les prothèses en bouteille, vous voyez, faites avec le ruban adhésif. Donc c'est vraiment horrible leur situation, et même ça ne change pas d'avis. Ils continuent à aller à la guerre parce que voilà, l'argent ça vaut plus que tout. Moi j'étais en Ukraine récemment et j'ai visité un centre de recherche ukrainien aussi pour les amputés des très graves cas, les cas vraiment terribles où ils travaillent, les scientifiques, les chirurgiens de très très haut niveau qui travaillent pour reconstituer les os, pour reconstituer les jambes, surtout pour les préparer pour les prothèses. Et c'est vraiment saisissant le travail quand on voit la différence. Par exemple en Ukraine, vous n'avez pas de militaires qui sont abandonnés par l'État. Ça n'existe pas. Je mets en défi n'importe qui de me présenter un cas. Ça n'existe pas. L'État accompagne tout le monde, à la différence de la Russie. Même si ça nous coûte très cher aussi à l'investissement. Sur la volonté de guerre de Poutine, hein, le sacrifice, cette fois, revendiqué. Il faut rappeler que dans son régime, on a tellement glorifié les vétérans de la guerre précédente, de ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique. Cette fois, on voit que ça y est, ils assument pleinement le fait qu'ils ont beaucoup de pertes. D'ailleurs, ils n'assument pas l'immensité des pertes, mais ils assument le fait qu'ils ont leurs mutilés. Ce qui doit arriver certainement au cours des derniers mois, ce qui a dû arriver, c'est que on doit voir les premiers amputés de guerre, en fait, dans les villes en Russie. Ça casse le moral des Russes. Souvent, la première visibilité d'un conflit qu'on ne veut pas montrer, ce sont les amputés. On l'a vu dans toutes les guerres, Michel le sait, en Angola, au Mozambique, etc. En France. Et en France, il y avait aussi, dans les autobus la place réservée aux mutilés de guerre. Bien entendu. Et là, Poutine nous montre un petit peu un visage assez clean, finalement, du travail des prothésistes militaires ou dans les hôpitaux russes. Mais comme le disait Ala, certainement, la réalité, c'est qu'il doit y avoir maintenant des dizaines de milliers d'amputés qu'on doit commencer à voir dans les rues en Russie. Et qui se déplacent avec les petites planches comme ça, avec des petites roulettes, tu sais, carrément par terre, les troncs, comme ça, c'est horrible, ces images, il y a de plus en plus. Écoutez Poutine dans cette circonstance-là qui s'exprimait. Vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, quand quelqu'un dit de l'extérieur que la Russie doit subir une défaite stratégique. Qu'est-ce que cela signifie ? Détruire le pays. Combien de fois cela s'est-il produit dans notre histoire ? Il y a toujours eu des gens pour le défendre. Aujourd'hui, c'est vous. Alors merci beaucoup. Merci d'avoir fait un tel choix, de ne pas avoir eu peur, de risquer votre vie et votre santé et d'être allé dans la zone de combat, à la guerre, pour défendre les intérêts de notre pays et de vos enfants et des générations futures. Guillaume Roquette. Oui, j'étais en train de penser, pardon, parce que c'est vraiment pas de l'actualité immédiate, mais à la description de la bataille de la Moskova par Tolstoï, et qui raconte que les canons de Napoléon tirent, et qu'à la grande surprise des Français, les Russes tombent, ils meurent, mais ils ne reculent pas. Et il y a ce rapport très particulier à la vie humaine. On a beaucoup parlé de boucherie, enfin, employer des termes extrêmement violents, mais effectivement, ce qui est impressionnant, c'est de voir que Poutine, il assume ça. C'est-à-dire qu'il dit ça à des soldats qui reviennent mutilés de la guerre en disant, il dit pas c'est pas grave, il dit c'est nécessaire. Et c'est certain que quand on voit ce genre d'image, on se dit que c'est une force de la Russie, malheureusement, de donner si peu de prix à l'intégrité de la vie humaine. Oui, ça me rappelle aussi ce qu'on a vu après la guerre d'Afghanistan, sauf qu'il y avait beaucoup moins de mutilés et beaucoup moins de morts et beaucoup moins mutilés. Mais même eux, quand ils sont revenus avec leur trauma physique et leur trauma psychologique de guerre, ont créé un problème pour la société russe. Et c'est ça aussi que l'on va voir. Tout à l'heure, on parlait des dommages psychologiques que cette guerre crée chez des centaines de milliers de jeunes
des deux côtés. Et là, les mutilés, vous savez, j'étais à Kiev aussi, bon, pas aussi récemment qu'à là, je pense que c'est encore pire aujourd'hui. La chose qui m'a fait le plus frapper, c'était de voir des hommes et des femmes dans la fleur de l'âge, se promener avec une jambe en moins, un bras en moins, parfois une jambe et un bras en moins. Et on parle des problèmes de mobilisation, et Poutine va aussi avoir ce problème, parce qu'il a besoin d'hommes. Mais quand vous êtes un jeune homme et que vous voyez votre voisin qui revient avec une jambe en moins, ça vous donne un petit peu moins envie d'aller vous battre. Donc c'est normal qu'il essaye de les glorifier aujourd'hui.